Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting de 11h, Vincent Gann. Nous sommes le 24 mars 2016, il est 11h, un peu plus. On va reparler de toutes les classes d'actifs, du pétrole qui commence à se retourner, des divergences baissières, dollar canadien qui est sous pression, donc ça ce sont les corrélations habituelles, les indices boursiers européens qui tombent. Alors, c'est pas la chute libre non plus, mais les indices boursiers européens, leur gros souci, c'est qu'ils n'ont pas su tirer parti de la force de Wall Street. À court terme, la remontée du dollar US et la baisse du prix du pétrole mettent la pression. Ce sont des nouvelles données. On va en reparler. Est-ce que le DAX peut casser 9900 points? Il est dessus. Bon, bref. L'eurodoll. Bon, vous avez compris que l'eurodollar, moi j'ai cessé. J'ai eu une stratégie invalidée en début de semaine qui consistait à proposer une zone d'entrée entre 1,12 et 1,1220 dollars. L'inertie baissière du marché a complètement malmené ma conviction. La profondeur du retracement haussier du dollar US m'a pris à revers. Donc voilà, il n'y a plus de stratégie à proposer sur l'euro-dollar, c'est un échec, mais j'y reviendrai plus tard quand j'aurai une meilleure visibilité. Je dirais qu'au fond, l'enseignement que je tirerai de l'euro-dollar et de l'échec de ma stratégie en début de semaine, c'est de ne pas se mettre en face d'une inertie baissière et surtout, l'enseignement que je tirerai de l'euro-dollar en début de semaine, c'est le graphique weekly. Si j'avais peut-être mieux interprété le graphique en données hebdomadaires en début de semaine, bien clairement il n'y avait rien de directionnel haussier. Donc bon, je vais revenir dessus. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. Trader sur marche comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. Cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading, surtout si vous utilisez un effet de levier conséquent, donc qui dépasse 5, 10. Au-delà, c'est conséquent. Un effet de levier qui dépasse 10, c'est conséquent. Ça peut aller très vite. Alors, avant de parler des classes d'actifs, laissez-moi vous rappeler que le week-end de Pâques commence demain. Alors, jour férié, pas jour férié, bourse ouverte, bourse fermée, ça dépend des pays. L'idée, c'est quoi? C'est que sur les CFD, FXCM, indice boursier européen, ça ferme ce soir, ça ouvre mardi matin. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faut souligner. Attention, demain, si vous gardez donc, des positions ouvertes sur le CFD GER30 par exemple, ou FRA 40, vous ne pourrez pas demain clôturer les positions. Vous ne pourrez pas non plus les clôturer lundi. Alors que Wall Street va coter lundi. Donc il y a probablement, du fait du réajustement, s'il y a un mouvement de volatilité aux États-Unis ou en Asie, un risque de voir les indices boursiers européens s'ajuster via un trou de cotation mardi matin. Donc je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça peut malmener des stratégies de trading qui resteraient ouvertes tout au long de ce week-end de Pâques. Alors, vous êtes ici sur le site dailyfx.fr, je vous donne le lien. Je vous invite à regarder la ligne de l'actif qui vous intéresse. Pour en faire la synthèse, le Forex reste ouvert. Les CFD sur indice boursier européen sont fermés jusqu'à mardi matin. Les CFD sur actifs états-uniens, nord-américains, sont ouverts lundi. Alors, il y a une modification des horaires de trading pour eux. Ils ne sont pas fermés complètement jusqu'à mardi matin. Donc, vous avez tout le détail dans le tableau. Je vous laisse en prendre connaissance. Voilà donc pour la première partie de ce point de marché. On va parler des indices boursiers. On va commencer par les indices boursiers. Et une première chose que je vais vous montrer, c'est le CAC 40. Alors, le gros problème des indices boursiers européens, c'est qu'en mars, ils n'ont pas eu de chance. D'une part, ils n'ont pas du tout su tirer parti de la remontée de Wall Street. Ça, c'est le CAC depuis le 11 février. Et le CAC 40 depuis le 1er mars. Alors attendez, je vais mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà, le CAC 40 depuis le 1er mars. J'appelle ça une congestion qui n'a même pas de forme chartiste particulière. C'est en swing, ça, c'est intradable. C'est voilà, le CAC, c'est ça. Le 1er mars, c'est donc ici. Maintenant, le SP500 depuis le 1er mars, voilà un marché adapté aux stratégies swing. Le problème, c'est que Wall Street est en train d'interrompre sa reprise haussière. Wall Street donne des signaux de vente, et forcément, ça va nuire aux indices boursiers de la zone euro. En plus de ça, en mars, l'euro-dollar a remonté. Et donc cet euro-dollar qui remontait était aussi un obstacle à l'appréciation des indices boursiers de la zone euro. Donc, moi je vais commencer par le marché directeur, Wall Street.
il y a à court terme des signaux techniques négatifs qui sont donnés sur les indices boursiers américains, notamment donc le SP500, une cassure de trendline sur le momentum, donc ça c'est l'approche prix momentum. Moi j'ai le sentiment que le SP500 va se replier en direction des 2000 points. L'US 30, il y a une pré-cassure ici sur le RSI D1, donc je pense que cette ligne de tendance va aussi être emportée. L'US 30, le dos donc est plus propre parce qu'on avait donc cette ligne de tendance là qui attrapait tous les sommets les plus saillants et qui a vraiment bloqué au point près la reprise. Donc voilà, hier je parlais pas réellement de zone de vente sur les indices boursiers US, mais plutôt de zone de prise de profit si vous aviez fait partie des stratégies d'achat swing. Maintenant, voilà, Wall Street se retourne essentiellement à cause du retournement du prix du pétrole. Ça profite à nouveau au contrat de taux, donc le Bund, rapidement, hein, ça c'est une stratégie que je vous ai proposée au lendemain de la Banque Centrale Européenne, lorsque ce marché a rebondi sur ses précédents sommets de l'année 2015. Depuis, la hausse se poursuit. Il y a un petit renfort de hausse à court terme parce que justement les indices boursiers se retournent. Et je pense que voilà, je vous confirme une cible qui est une cible technique, toute simple, à 163,78. Maintenant pour gérer le risque, vous pouvez utiliser le premier support 162,18 pour remonter les stops. On est quand même bien parti pour remonter chercher 163,78. Donc ça c'est quelque chose qui se déroule bien. Alors qu'est-ce qu'on peut viser sur le CAC? Je vais retirer ça, comme ça on y verra plus clair, et on va zoomer. Le CAC, donc c'est le chaos, hein, c'est une espèce de congestion. Euh, ça n'a pas de forme, quoi. Ça n'a pas de forme. De moyenne mobile, donc mise en avant par notre ami Grégory Rolly, international. MM 20 jours, MM 50 jours. Le marché brise. Alors regardez une chose intéressante. Bon, vous savez comment marche une bougie japonaise. Prenez toutes les bougies japonaises depuis le 17 février. Ici, il n'y a pas de cassure. Le cours de clôture d'un chandelier comme ça, avec un corps négatif, c'est la partie basse du corps. Donc la clôture s'est faite au-dessus, la clôture s'est faite au-dessus, la clôture s'est faite au-dessus, la mèche basse. Et hier, c'était certes très marginal, mais une première clôture en deçà donc de MM20. Mais c'était marginal, mais c'était une nouveauté technique. Donc là, on confirme. Qu'est-ce qu'on peut viser sur le CAC 40? Moi, j'aurais tendance à dire un chiffre rond, un pâté méchant, 4003. Peut-être 4319 à un niveau intermédiaire, mais une extension de Fibo. Vous avez MM50 qui renforce 4003. Bon, je pense qu'on peut faire du 4003. Alors, le DAX enfonce donc 9900. Alors, le DAX en M15, je le trouve très propre et plein d'enseignements d'analyse technique. Piège haussier le 17 mars. Alors, je rezoome. Le 17 mars, on tente de casser 10 000 points. Vous avez ici la première réintégration M15. On reteste la chute libre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on piège, on a en face le contre-pied en sens opposé, souvent vertical. Rebelote le 21 mars, tentative de cassure, réintégration sur ce chandelier M15 à la chute. Hier, c'était un peu plus profond, la tentative de breakout haussier. Finalement, le marché s'est stabilisé et a plafonné à 10 120. Réintégration à nouveau. On a malmené quand même le niveau pour finalement donc réellement chuter. Ce matin, on a eu un petit décrochage, puis ça rebaisse. Il y avait une petite ligne de tendance baissière depuis la réintégration des 10 000. Au final, on parle de congestion sur les indices boursiers européens. Moi, je résumerais celle du DAX en enlevant tout ce qui est excès baissier et haussier. Orange, 9 900, 10 000. Pour faire simple. Tout ce qui est au-dessus, c'est un excès. Tout ce qui est en dessous, c'est aussi un excès. On brise la 9900. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser maintenant sur le DAX? 9860. 9820 et puis donc les 9750, je ne sais pas si on ira jusque là, mais en tout cas c'est le point bas du 17 et le point bas du 22 mars. En tout cas en M15, il est quelle heure là? Il est 11h13. Donc vous avez un chandelier M15 15 minutes qui clôture dans 2 minutes, donc qui sera utilisable parce qu'en l'état là, cette bougie là, on peut rien en faire, hein. Une bougie qui n'a pas sa forme définitive, c'est une bougie qui n'est pas utilisable parce que pas sa forme définitive, donc on ne peut pas l'interpréter. Mais là, on s'apprête donc à briser 9900 sur le DAX. On verra bien dans 2 minutes. En tout cas, potentiellement, ce sera un signal de poursuite donc, de cette phase baissière, essentiellement due au retournement de Wall Street à court terme.
Wall Street qui va désormais baisser après avoir bien remonté. Et surtout, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en superposant le prix du pétrole brut texan et du CAC 40. Il y a une corrélation positive forte, notamment depuis le 11 février. Et je vais vous montrer deux choses. Deux divergences baissières. Alors ça ne veut pas dire qu'on va chuter, mais en tout cas à court terme on va baisser. La première sur Lucas Oil. C'est pourquoi je vous propose une cible technique sur Lucas Oil qui est justement le niveau d'activation de cette div qui n'est que potentiel. Donc je pense qu'on va aller tester la zone d'activation à 38,30 sur Lucas Oil. Et si on brise 38,30, on active la div baissière et c'est même un double top. Et pire, on pourrait réintégrer l'ancien canal, donc un certain nombre de choses négatives, peut-être pour revenir attraper cette ligne de tendance. Bon, en tout cas, 38,30 en cible immédiate sur Lucas Oil. Et donc l'US Oil, on retrouve aussi cette divergence baissière de momentum. L'échec à franchir la moyenne mobile à 200 jours. Alors elle est propre la 200 jours parce que c'est sa rupture à l'été 2014 accompagnée de la rupture des 100 $ qui donne un signal de vente fort. Puis ça a capé la reprise en juin 2015, en octobre 2015 à nouveau. On échoue. Bon, l'idée c'est quoi? C'est de revoir potentiellement un US Oil. D'une part revenir chercher ce cours de clôture donc à 38,56 et sous 38,50 et bien carrément revenir chercher les 36 $. Donc ça fait partie des éléments qui agissent négativement là sur les indices boursiers européens. Alors je vais remettre le DAX en M15 parce qu'il est 11h15, donc on a quelque chose. Il est où? Voilà. Donc en l'état c'est une cassure. Alors je vais commencer avant de parler du marché d'échange. Je vais répondre à vos questions sur les indices. Si vous avez des questions bien sûr. Alors je vous rappelle aujourd'hui que ce 24 mars, c'est 13h30, le gros rendez-vous macroéconomique, les commandes de biens durables aux États-Unis. Donc bien sûr que cela aura un impact sur le dollar US et vous allez voir, je me pose la question peut-être de la fin du retracement haussier du dollar US. Alors, avec beaucoup de prudence, mais techniquement parlant, ce marché qui fait souvent des retracements profonds a peut-être terminé. Alors, je vois surtout des questions sur le Forex, donc je vais en parler après. Si j'ai une question sur le DAX, bonjour DAX M1, magnifique sortie de triangle, les PB parfaits, juste avant d'aller casser les 9900. Alors ça c'est propre, c'est ce que nous montre Gilbert, je vais le mettre en plein écran. En une minute, voici donc une figure chartiste dont les cours étaient sortis par le bas, annonçant donc un stade précoce la rupture des 9900, bon enfin, en tout cas c'était propre, avec un beau pullback. Un graphique voilà, qui met un peu à l'honneur l'analyse technique. L'USD va-t-il encore se renforcer avec de mauvaises ventes de biens durables? Ok, donc on va parler du marché d'échange, puisque je vois que c'est essentiellement là que se trouvent vos questions. Et on commence par un graphique de l'US dollar index. L'US dollar index, un graphique de long terme, vous avez toute la hausse du dollar US depuis le printemps 2014. En l'état, ici c'était l'euro-dollar à 1,40. On a bien monté de manière linéaire. On commence à se stabiliser. On a eu un piège aussi en début d'année. Et depuis, finalement, admettons quand même que l'US dollar index, le dollar américain, baisse depuis la fin du mois de janvier. Le dollar US cette semaine remonte. Mais on a quand même derrière nous 3 semaines consécutives de baisse, ici sur l'US dollar index. La sortie de canal. Et au final, donc une réaction sur le premier support à 11 850. Et je dirais qu'au fond, là, les 12 000, 12 040, c'est une zone de résistance pour le dollar US. Tant que l'US dollar index de FXM reste sous ces 12 040, c'est un simple retracement haussier, certes profond, mais c'est simple retracement. Donc on est dans une zone où le dollar américain, une zone technique, où le dollar américain pourrait cesser de monter. Alors, cet après-midi, le consensus pour l'évolution mensuelle en février des commandes de biens durables aux États-Unis avec le taux de variation, le marché l'envisage à moins 2,9, donc quelque chose de négatif. On verra. Mais voilà, un dollar US qui cette semaine resterait sous 12 040 et peut-être ferait une mèche haute sur ce chandelier, maintiendrait le dollar américain en configuration technique de baisse depuis donc fin janvier dernier. Donc maintenant, étudions les paires en dollars. L'euro-dollar, bon, l'euro-dollar, on n'est
quand même beaucoup parlé. Moi, donc, je me suis fait valider ici en début de semaine en proposant de s'intéresser à 1,12, 1,12,20. Depuis, on glisse. Là, le marché, depuis ce matin, travaille les 61,8% de retracement de la hausse de la réserve fédérale. Euh, Maintenant, sur l'euro-dollar, c'est simple, hein, j'ai changé de façon de voir les choses. Je ne m'intéresse plus au support, mais aux résistances. Et je parlerai éventuellement d'une fin de glissade baissière pour l'euro-dollar le jour où ce marché franchira des résistances. Il y a encore les fameuses moyennes mobiles à 20 et 50 heures ici. Après, il y a des niveaux de prix horizontaux, 1,12, 1,12,20, 12,40. Je dirais que 1,12,20, si on franchit 1,12,20, ça repart. Là, on défend le niveau, mais bon, on a défendu tout un tas de niveaux, puis on a fini par les briser. Donc là, je vais pas. Et puis, regardez quand même, en effet, la précision de MM 20 heures. C'est au fond la première résistance dynamique. Le marché ne passe pas, et ça, c'est depuis le début de la semaine, hein, quand on a tenté de remonter un 12,40. Travailler un 12,40, c'était le point d'accélération, le marché n'a pas franchi un 12,40. Donc on reste capé par cette MM 20 jours, MM 20 heures. Vous avez un canal de baisse chartiste, et ce qui est intéressant, c'est que la MM 50 heures l'accompagne presque parfaitement. Donc l'euro-dollar reste en glissade baissière jusqu'à ce qu'il un jour peut-être franchisse des résistances, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Qu'est-ce qui m'a piégé sur l'euro-dollar? Alors déjà, on est dans un marché qui est différent de celui du 12, 13, 14 février. À l'époque, on avait fait des gros chandeliers baissiers, des avalements baissiers. Là, c'est différent, hein, les petits, je trouve qu'on fait des petits corps. Les moyennes mobiles sont en effet éloignées du niveau actuel des cours. Non, en fait, ce qui m'a piégé, c'est ça. Voilà. Je remets l'eurodoll en weekly. Je suis un peu emballé en début de semaine en voyant derrière l'euro-dollar des grosses perspectives baissières, mais haussières, mais au fond, voilà, en données hebdomadaires, il n'y avait rien de réellement fou à la hausse ici sur ces bougies japonaises hebdomadaires, et au fond, on revenait simplement tester les 1,1350, 1,1370. Donc, il faut, je pense, tant que l'eurodoll se maintiendra dans ces 1,05, 1,15, 1,16, si je prends l'excès de vol de août dernier, éviter probablement de s'enfermer dans un biais directionnel trop fort. Parce que ce n'est pas une paire de devises en tendance. Elle n'est plus en tendance depuis des mois. Voilà, c'est, je dirais, l'enseignement de cette semaine. Donc, pour le moment, sur le plan technique, rien de nouveau sur l'euro-dollar depuis le début de la semaine, à part un marché qui baisse, couvert par des résistances, mais qui baisse de manière très lente. Alors, le GBP USD, là, c'est intéressant. On retrouve encore le concept technique du piège, et ça fonctionne bien. Le piège, c'est quoi? C'est le signal d'achat que donne, selon l'analyse technique, le câble le 17 mars, en sortant par le haut d'un canal, en faisant un grand corps, en cassant des résistances. Et le signal de vente est donné le 22 mars. Quand on réintègre, quand on efface le chandelier, on réintègre le canal et on réintègre un 42,50. Alors la cible, c'était 1,4050, elle était faite. 1,4050 dollars. Pourquoi? Parce que c'est le niveau qui, au début du mois de mars, lorsqu'il a été dépassé, a donné le point de départ d'un rebond fort du GBP. Donc 1,4050, c'est un objectif de cours pour ceux qui ont pu vendre le GBP USD. Est-ce que ce niveau peut céder? C'est tout à fait possible du fait de la faiblesse du GBP, mais pour l'instant, voilà, on le travaille et il tient. Donc un niveau comme 1,4050, puisqu'il a donné le point de départ de la reprise, pour envisager qu'il cède, en tout cas croire à sa cassure, il faut un chandelier comme ça, il faut un grand corps, il faut quelque chose d'assez massif pour redéfendre une baisse à 1,38. Pour l'instant, le GBP USD, imaginez que l'USD termine son rebond. L'USD est en situation technique de terminer son retracement haussier. Si on clôture la semaine là-dessous, la semaine prochaine on peut rebaisser. Donc ce qui peut maintenir le GBP USD entre 1,40 et 1,4250. Ça peut le maintenir en range. C'est pour ça que j'anticiperai pas la cassure d'un 1,4050. L'USD Yen. Alors, l'USD Yen, juste un coup d'œil sur le weekly chart. À nouveau, ça reste une stratégie baissière de 2016. La forte hausse de l'USD Yen depuis les 76 yens en 2012 qui a été bien construite sur le plan technique, propre, des impulsions, des ranges, des impulsions, des ranges. On a terminé par une figure de sommet la plus classique, hyper large en plus, l'épaule tête épaule.
On a brisé la ligne de coup, c'était l'hiver dernier, et maintenant ce que fait en fait l'USDN, c'est un range qui consolide dans le sens qui renforce le signal baissier. Et en fait, plus on passe du temps à plat, plus les indicateurs de tendance vont retomber sur les cours, finiront par appuyer dessus. Et à ce moment-là, je pense que le marché brisera les 111. Pour l'instant, il n'a pas brisé les 111, mais on se maintient dans un range. D'autre part, autre chose intéressante, le dollar US a enchaîné 5 séances consécutives de hausse. L'USD Yen il en a profité, mais ça reste quand même assez mou. C'est-à-dire qu'il n'est même pas remonté chercher le haut du range. L'USD Yen va-t-il maintenant interrompre sa reprise? On commence à avoir quelques petits signaux, hein, sur des graphiques intraday, des petites divergences, des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a pas de signal de vente, hein, mais je dirais que qu'est-ce qui mettrait un terme à la reprise de l'USD Yen et qu'est-ce qui constituerait un signal de retomber vers 111? Écoutez, c'est simple. On part du principe qu'on a une divergence ici potentielle, avec un piège sur ce chandelier H4, le creux qui sépare les deux sommets, dont celui en divergence, ce sont les 112,30. Donc un USD Yen qui rebrise 112,30 serait probablement le signal d'une retombée vers 111. Je doute que l'USD Yen remonte vers les 114, 114,50. Je pense que nous sommes déjà en train d'entrer en plafonnement. L'AUD USD en conso. Ce qui m'intéresse sur l'AUD USD, c'est le RSI. Pour soigner le timing, ici c'est le marché haussier, hein, c'est le range entre 50 et 70, 75. La question d'un bon timing pour se placer sur l'AUD USD, déjà patienter un RSI D1, revenir sur 50. Là, le marché peut revenir chercher MM20, peut dériver à plat. 0,7385, c'est la ligne de coup du double bottom. Je ne pense pas que le marché ira jusqu'à retester ce niveau, mais ce serait le point d'entrée parfait. Donc là, c'est trop tôt pour aujourd'hui, c'est trop tôt pour revenir sur la UD USD. Alors, je vais continuer les paires majeures et j'en viens à l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, ok, il y a une divergence haussière, donc là, on est potentiellement en train de l'activer. Le seul bémol, même si j'envisage une baisse du dollar canadien, c'est que dans l'USD CAD, il y a l'USD. Et si l'USD finit sa reprise, ça peut simplement faire un range. Parce qu'une div peut être épurée sous la forme d'un range. Donc j'ai pas une conviction extrêmement forte sur l'USD CAD, même si ça remonte et qu'au fond, on pourrait aller chercher, et encore, hein, c'est pas... Est-ce qu'on peut aller chercher un 33,40? Là, ce qui commence à me gêner, c'est l'USD. Donc c'est pour cette raison que, à la recherche d'une stratégie qui serait celle d'une faiblesse du dollar canadien, c'est le CAD Yen qui m'intéresse. Le revoici, avec un triangle, un rejet, un biseau ascendant dans la partie haute du triangle. Pour gérer son risque, c'est impeccable, au-dessus des 86,30 pour viser 82,77. Alors, l'USD CAD, je sais qu'il fait débat. Pour quelle raison? Parce que c'était la stratégie d'achat de l'année dernière, c'était la baisse linéaire, tout a commencé avec l'avalement baissier de janvier. Et on me demande, mais alors, c'est quoi votre positionnement moyen terme maintenant sur l'USDK? Déjà, j'attends de voir la tête du chandelier weekly. Une chose se prépare. L'USDCAD baisse semaine après semaine depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines consécutives. Moi, je m'intéresse, il y a un concept que j'aime bien en analyse technique, et celui de la rupture, donc la nouveauté. Ça fait 9 semaines consécutives où le cours de clôture est inférieur à celui de la semaine précédente, et là nous aurions quelque chose de différent. Pour la première fois, un chandelier positif. On avait quelque chose d'assez similaire ici, mais c'était moins pentu. On avait enchaîné 1, 2, 3, 4, 5 semaines consécutives de baisse, et il y a eu une rupture. Un tout petit chandelier weekly de reprise. Donc au fond, je me dis la chose suivante, et ça viendrait probablement avant tout du CAD, avant de venir de l'USD, qu'en l'état, ce type de chandelier weekly, donc imaginons qu'on clôture le Forex demain à 1,3250, on aurait une rupture, quelque chose qui est proche d'un avalement, et donc en effet, pourquoi pas aller rechercher un 33,50 la semaine prochaine, ou lors des 2 prochaines semaines, sur l'USD CAD. Un 33,50,
qui correspond donc au point de décrochage de la réserve fédérale donc des États-Unis. Bon, mais j'attendrai de voir le chandelier weekly. C'est là quoi ça? M20 en daily. Alors je vais mettre l'USD CAD. Oh bah pas de problème. L'USD CAD, ça c'est, on va se mettre en daily. Daily quand même quand on voit cette div, enfin ça commence quand même à être sérieux. Alors les MM20 jours, moyenne mobile simple, donc l'arithmétique à 20 jours. Et pile dessus, alors ça c'est hyper intéressant. Merci Sébastien d'ATK de avoir montré ça. Regardez la MM20. Vous voulez une ultime confirmation que ce marché peut remonter, il faut une clôture D1 au-dessus des MM20. Voilà, c'est simple. C'est possible que cela intervienne avec la chute du prix du pétrole, cette div. Mais voilà, c'est quelque chose à surveiller. MM 20 jours sur l'USD CAD. En dessous, attention, au-dessus, voilà, on a déjà fait une touchette une fois, donc voilà. Mais à l'époque, on était dans une situation de momentum un peu différente. Là, c'est vrai qu'on a une contradiction, on a quelque chose. On verra. Alors, dans les paires majeures, il me reste le NZD USD. Lui, c'est simple, le NZD USD, c'est l'orange parfait. Peut-être un range triangulaire, quelque chose comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'on a tapé 0. Bon, il n'y a rien à faire là-dessus, quoi. Clairement, il y avait quelque chose la semaine dernière qui était donc le point bas ici à 0,6560, qui était un bas de range. Là, on y retombe. Mais regardez, en weekly, c'est un range, et en daily, voilà, c'est aussi un range. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire sur le NZD USD. Alors, je vais prendre vos questions sur le FX maintenant. Quelle est la première résistance importante pour l'euro-dollar? Alors, la première résistance importante pour l'euro-dollar, moi déjà, bon, les 1,12, hein, le chiffre tout rond, 1,12, je mettrais 1,12. Après, on a cette moyenne mobile, donc on la travaille actuellement, mais non, franchement, je dirais 1,12, 1,12,20. Et déjà, 1,12 dollars, en plus, c'est le point bas de ce chandelier là du 22 mars. À partir de quel... Moi franchement si on refranchit un 12, ça repart. Voilà, je vais vous dire 1,12 dollars. Ça peut paraître un peu serré, peut-être pas assez prudent. Mais si franchement on fait un chandelier horaire, un beau chandelier horaire haussier et qu'on se clôture à 1,12,05, 1,12,10, je pense que là ce sera la fin de la glissade. Donc 1,12 dollars, ce sera mon choix. Alors, bonjour Jean Abre. Bonjour Vincent, ne penses-tu pas que la fin du rebond Eurodoll approche? Divergence baissière horaire sur dollar. C'est possible, mais bon, on a besoin du franchissement d'une résistance. C'est certain qu'on a quelque chose qui apparaît là. C'est pas non plus transcendantal. Pourquoi pas? Ça commence, ça commence. Mais pour valider ça, de toute façon, il faut que les prix, c'est bien, enfin, le momentum du marché, d'accord, mais à un moment ou à un autre, il faut que l'action des prix fasse quelque chose. Là, ça fait rien. Là. Donc une bleue, un grand corps bleu avec une clôture à 1,12,05 indice. Et oui, là je pense qu'on remonte à 1,12,40 assez rapidement. Et 1,12,80 aussi. 1,12,80 c'était aussi une résistance importante. Alors l'US dollar index en H4, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors ça commence en effet. Alors là c'est la baisse de la Fed. Bon, on commence un peu à se replier, il n'y a rien de fou. Oui, éventuellement une petite div baissière en H4, mais il n'y a rien non plus d'incroyable. Mais bon, en effet, on est de toute façon en timing de vente du dollar US, parce que voilà, on a fait un plus haut à 12 030, que 12 000 c'est la résistance horizontale, c'est le chiffre rond, et que la résistance charty c'est 12 040. C'était la partie basse du range, dont on est sorti par le bas, suite à cet avalement baissier, c'était fin février, sorti aussi du canal. Puis là, vous avez MM50 semaines qui couvrent les cours. Plate d'ailleurs, intéressant de voir ces moyennes mobiles weekly prennent une pente baissière. Donc US dollar index est en zone de résistance. Maintenant, l'eurodoll en H1. Une clôture H1 au-dessus des 1,12. Et là, on tient notre point bas. Ça commence à sentir meilleur. Hein, ça commence à...
On a l'amorce de quelque chose, quoi. Donc, ouais, pourquoi pas. Attention quand même à 13h30, hein. Il y a les commandes de biens durables à 13h30. Là, ça commence à partir. Regardez la MM20. Alors, quelle heure il est là? Il est 11h33, donc... mais, eh bien, donc, on va peut-être la voir en live, hein, notre chandelier de cassure des 1.12, là. Ça repart. Bon, on verra. On verra. C'est un chandelier horaire, il a encore 25 minutes pour se construire, tout est possible, mais ça commence à être intéressant. Ouais, il faudrait franchir un 12 et ce serait vraiment pas mal. Alors, il y avait une question tout à l'heure, j'ai vu sur le GBP Yen. Alors, le GBP Yen. Moi, je voyais Paul tête-épaule. Bon, ça reste quand même baissier, hein, mais c'est pas la chute libre. Mais ça reste quand même baissier. Après, voilà, ça manque un peu de punch, mais moi, je conserve le biais baissier de toute façon sous 173, hein, le point de rebond d'hier, le point de décrochage d'hier. Après, c'est vrai que ça a du mal à vraiment, vraiment chuter. Euh, Surtout quand on a une figure comme ça, mais bon. Voilà, ça vient de perdre de son pips. Donc, alors, on forme quand même un support qu'on a testé 2 fois. Alors, attendez, je vais le mettre proprement. Ici, en fait, c'est un niveau important, les 158,43. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on se posait la question du rebond technique du GBP Yen, quel est le moment où le GBP Yen est rentré dans une phase de reprise? C'est lorsqu'on avait des creux et des sommets ascendants. Et c'est bien la cassure H4 ici du 1er mars qui avait vu les 158,43 dépasser. Et là, regardez, on revient tester les 158,43. En gros, on break à la baisse 158,43 et là, on retombe franchement. 157,20. Enfin bref, on retombe franchement. C'est ça qu'il faut surveiller maintenant. Toujours un biais baissier sous 160. Et surveiller 158,43 pour envisager donc une cassure baissière. Donc là, le Rodol, ça commence à être intéressant. Écoutez, vous précipitez pas, regardez, il est 11h35. Vous allez avoir une clôture horaire à midi. Et attention, les commandes de biens durables à 13h30. Après, c'est à vous de voir. L'analyse technique va peut-être donner un signal d'achat à midi, avec une clôture horaire intéressante. Mais le chandelier horaire de 12 heures n'intégrera pas la donnée fondamentale de 13h30. Conclusion, peut-être que le meilleur chandelier horaire du jour pour se positionner serait celui de 14 heures, qui là intégrerait les commandes de biens durables. Après, à vous de voir. En tout cas, là, ça commence en effet à se réveiller. Alors, regardez le volume. Voir si ça commence aussi à... C'est pas grand chose, hein. Regardez le volume horaire. Là, vous avez donc tout le volume qui a porté la hausse de la Fed. Bon, il y a quand même quelque chose. Voilà. Il y a quand même un début de volume d'échange, mais c'est pas non plus énorme. Donc on verra, mais ça commence à diverger, c'est un fait. On verra. Pour l'instant, on verra sur une cassure ou pas. Alors les matières premières, je confirme donc clairement ce scénario de repli du prix du pétrole. L'once d'or va revenir tester la zone moyen terme 1190-1200. L'idée sur l'once d'or, c'est de laisser le RSID1 revenir tout en bas. Donc, il a besoin de s'épurer un peu, commencer à proposer des dips. On va probablement se stabiliser dans cette zone des 1190-1200, commencer à construire quelque chose sur les prix. L'indicateur sera en bas et là, c'est trop tôt. On est encore en glissade. On a cassé les 1232 dollars hier. Bon. Par contre, on a une zone d'intérêt. On a un point d'entrée à 11,90, 12,00. Hein. Ça, on a un point d'entrée. Voilà, donc faut pas se précipiter, hein, déjà. La clôture de 12 heures, mais moi franchement, celle de 14 heures me parlera. Parce qu'au moins celle de 14 heures, elle intègre le positionnement sur l'USD avec les commandes de biens durables. On a besoin de ça. Du positionnement sur l'USD parce que ce qui fait baisser l'euro-dollar depuis vendredi dernier, c'est pas la baisse de l'euro, c'est le rebond de l'USD. Donc plutôt que s'intéresser à l'euro, moi je vous invite à être attentif à l'US dollar index et l'US dollar index a un chiffre d'influence à 13h30. Donc voilà. Mais ça commence à
potentiellement on peut juste faire quelque chose comme on avait fait ici 21-22 mars quand on tentait de dépasser un 12,80, donc faut se méfier. Il faudrait. Ce qui est intéressant en fait avec une clôture horaire qui se ferait à 1,12,05 aussi, hein, c'est qu'on dépasserait MM 50 heures. Et là pour le coup ça fait un bail que ça n'a pas été fait et ça a bloqué la reprise d'ailleurs le 21 mars et le 22 mars. Donc ça fait partie des signaux intraday justement à surveiller. Voilà. Alors je vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Il y a tout un tas d'autres paires de devises. J'aurai l'occasion d'en reparler demain. US dollar index, US dollar chute, je ne sais pas si chute, mais on est en zone de vente. Voilà, on fait 12 030, MM50 weekly, résistance horizontale 12 040. On va se remettre en H4. On va se mettre en H1 histoire d'avoir quelque chose qui s'apprête à clôturer. Alors c'est vrai, alors c'est intéressant parce qu'on a une divergence haussière horaire sur l'euro dollar et on a ça sur l'US dollar index. Donc c'est intéressant. C'est en devenir, parce que la clôture horaire là, elle n'est pas encore là. Mais si en effet les commandes de biens durables sont décevantes, bon, on interrompt tout le cycle de reprise du dollar US et dans ce cas, eh bien, ce sera le point bas de l'euro dollar. Enfin, mais c'est pas garanti, on verra. On a à peu près la même chose ici. Vous avez le trend baissier sur les prix. On va faire démarrer là. Quelque chose comme ça. On traçant vite fait. On retrouve aussi sur l'US dollar index, ce qui montre à quel point en fait euro dollar cette semaine c'est surtout le renforcement de l'USD. Donc bon, on verra bien la clôture de ce marché dans 20 minutes. Alors, existe-t-il un euro index? Ça existe. Là par contre sur la plateforme vous ne le trouverez pas. Le CAC 40 chute. Junior, merci pour la stratégie euro-dollar. Je suis long à 1,1166. Alors, moi, j'ai rien dit à 1,1166. Hein. C'est-à-dire que moi, je proposais en début de semaine quelque chose sur 1,12, 1,12,20. Alors, j'ai en effet parlé ce matin d'un ratio de retracement à 1,1166, les 61,8 de la Fed. Bon, c'est un support, mais on a vraiment besoin de dépasser des résistances pour faire quelque chose. Alors, le CAC 40, hop. Le DAX confirme, lui, la cassure des 9900. C'est pas non plus. Mais voilà, hein, c'est la baisse qui se poursuit. Et le CAC 40, je pense, prend en effet le chemin des 4003, de MM50, après donc avoir cassé hier MM20. Je vais mettre en cours de clôture, vous allez voir. Vous avez ici les cours de clôture donc du CAC. Au final, le CAC avait franchi MM20 le 18 février, donc ça fait quand même déjà quelques temps. Et là donc hier on a le premier cours de clôture sous MM20, donc pour ça qu'on peut viser un retour à 4300. Voilà, je t'en prie. Alors, regardez le CAC en hebdomadaire. Alors d'où à d'où? D'accord, ok. J'ai pris expansion ou retracement là. Alors, on va tous les mettre. 4319, on a un niveau, en effet, on a une expansion 4319 et c'est la MM7. Donc il y a une cible intermédiaire avant 4003 qui est 4319, une expansion de Fibo et la moyenne mobile à cette semaine, période, jour. Voilà, voilà donc dans la recherche d'objectifs, voilà, avant les 4003, il y a 4319. Alors le CAC en weekly, c'est moche quand même. Hein. C'est-à-dire que si on clôture comme ça, potentiellement, là c'est... On redémarre. Hein. Et on va mettre un coup d'Ishimoku sur le CAC 40 en weekly. Et on a échoué sous le nuage, le bas du nuage. Et MM20 semaines. Donc oui, là, il y a quand même des éléments techniques qui sont quand même baissiers pour le CAC 40.
avec la baisse du pétrole, etc. etc. Voilà. Alors ça c'est arrêté. Et le marché n'a pas réussi de toute façon à rentrer dans le nuage, à accélérer malgré le QI2 et toutes les mesures de la VCE, donc de toute façon c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Ouais. Finalement on a fait un retracement assez proche de celui qu'on avait fait ici en septembre, octobre. On verra la clôture de la semaine, mais ça commence à être... Alors si le GBP USD rebondit, c'est d'une part parce qu'il est sur un support à 1,4050, mais parce que l'USD est en train de corriger. Voilà, bah écoutez, je ne vois pas d'autres questions, donc ainsi s'achève le morning meeting, il a duré 40 minutes. Merci donc d'avoir participé. La prochaine émission c'est avec Sylvain à 13h, le 13h des traders. Moi je vous retrouve à 15h15 pour l'ouverture des marchés actions US. N'oubliez pas donc pour le week-end de Pâques la modification des horaires de trading. Merci à tous et à tout à l'heure.